coup tout le monde. Eh oui, changement d'ambiance, lumière. C'est un projecteur, la marque Baowu, bon B-A-W-2-O, enfin il y a plusieurs marques. C'est des trucs d'ambiance en fait, hein, pour lire, pour faire la fête ou pour endormir le bébé. Bon, ça peut tout faire de toute façon. J'espère que ça va pas m'endormir, mais en tout cas c'est vraiment chouette. Là je vois que ça tourne. Tu peux mettre la musique, tout ça, mais j'ai pas. Après c'est tout un truc avec une clé USB, mais bon. Et tu relis avec un câble, simplement une clé USB, et ça marche vraiment bien. C'est superbe. Et tu peux changer de couleur et tout. Bon, je vais pas le faire là, mais bon, je pourrais, mais bon. Voilà. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Tu peux mettre les étoiles seulement. Après, tu peux rajouter la lune. Là, on le voit pas bien, mais il faut le mettre plus haut. Voilà. Après, tu peux simplement mettre une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Après, tu peux rajouter des étoiles et la lune en plus. Voilà, mais bon, je vais pas tout faire. Moi, je vais faire très simple. Alors, pour commencer, je vais mettre blanc et bleu. Voilà. Je trouve que ces deux couleurs-là, ça suffit pour l'instant. C'est vraiment superbe. Ça s'appelle projecteur Galaxy Projecteur, un truc comme ça, vous allez trouver. En plus, Galaxy, comme par hasard, c'est mon pseudo. Donc, vous allez trouver. C'est vraiment agréable. Attention, il ne faut pas mettre les yeux sur le laser parce que ça peut faire mal aux yeux. Mais c'est très agréable. Après, tu en as des plus chers, hein, évidemment. J'ai payé 40 ou 42 euros. Et franchement, c'est agréable. Bon, tu peux rajouter de la musique, tout ça, comme je disais, mais il faut mettre des clés USB, ça, c'est un petit peu chiant. J'ai pas le truc. Après, sinon, que le téléphone, mais mon téléphone portable, il n'y a pas internet dessus, il n'y a rien. Donc, je préfère comme ça, sans musique, c'est pas grave. En tout cas, c'est agréable. Cosmos et tout, c'est vraiment agréable. Ouais, je regrette pas. Après, tu en as des plus chers, évidemment. Bon. Finalement, je vais faire en 4 vidéos. Parce que ça va être trop long. Déjà 21 minutes la dernière que j'ai fait, 22, c'est que je trouve que ça commence à faire long. Je vais faire en 4 vidéos. Et je vais continuer les témoignages en mer, Oani, aquatique, objet aquatique non identifié, observation en mer, 3e partie et il y aura une 4e, comme ça au moins j'aurai la patate. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment superbe, on voit bien les titres derrière, c'est bien éclairé. Là, on voit mes collections de camions, enfin c'est tous les livrets. Voilà, c'est magnifique. Magnifique, je trouve que c'est vraiment superbe. C'est parti. 3e. Petit 3. Truc plongeant. Monsieur Pierre X, connu de notre source, est un témoin privilégié, comme il en existe bien d'autres pour avoir fait plusieurs observations de phénomènes divers durant leur vie. En juillet 1959, il était scout et avait 12 ans, et il faisait la traversée Nice-Ajaccio sur le Napoléon où le commandant quérait et il n'est pas sûr. Résumons. C'est la nuit, il se trouve à l'avant, soudain un énorme truc orange, lumineux, tombe dans la mer à toute vitesse, en oblique, à droite, environ 60 mètres du navire. Il fait un énorme plouf assez long et le bateau donne plusieurs coups de sirène. Le témoin croit même se rappeler qu'un projecteur, pas fait exprès, hein, je me souviens plus qu'il y avait cette phrase-là, ce mot-là, projecteur, hein, je viens de lire tout à l'heure, hein, comme quoi, a été allumé à bord, mais avoue ne pas être certain de cela. Ensuite, faisceau de lumière rétractable. C'est le chercheur Jean-Pierre Donte, hein, qui est connu quand même, qui aurait été le témoin de cette observation. D'ailleurs, je pense que je l'avais vu une fois, je sais plus si c'était dans une conférence, je crois que c'était lui. Dans le Nord, je sais plus s'il est du Nord, ce monsieur, je sais plus, enfin, ça. Ouais, je crois. Aurait été le témoin, bah, j'ai un livre, ça s'appelle OVNI dans le Nord, OVNI sur le Nord. Ouais, ça doit être ça. De cette observation, il s'est produite le mardi 7 novembre 1961. En plus, c'est quand même précis, parce que mardi, hein, faut quand même le dire. En compagnie de son épouse, il se trouvait sur un bateau des messageries maritimes, le Calédonien. Au moment des faits, le navire avait quitté la Guadeloupe pour Curaçao, dont il se trouvait à pleine mer des Caraïbes. Il raconte, et environ 22 heures, avec mon épouse, nous prenons les faits. Le frais accoudé au bastingage avant de rejoindre notre cabine. Il fait nuit sans lune. Soudain, je vois sur la mer un faisceau lumineux vert qui remonte le long du flanc du navire. Il est parfaitement délimité, sans diffusion, comme si c'était un tube de lumière de teinte vert tendre. Il émane d'un point situé à environ 20 mètres du bateau et à 20 mètres au-dessus du niveau des flots. J'ai eu l'impression d'avoir reçu ce rond de lumière droit dans les yeux sans qu'il m'éblouisse. Puis il accomplit la même action, mais inverse. Il redescend le long du flanc du Calédonien en se rétractant avec des légers à-coups de manière télescopique, puis il s'éteint. Durée de l'incident de 5 à 6 secondes. Bon,
C'est court, mais c'est toujours ça. Cela s'est déroulé dans le moindre bruit. Je n'ai rien vu d'autre. D'autres passagers ont vu le même phénomène de l'autre côté, à bâbord, alors que nous étions à tribord. Nous avons signalé notre observation et eux nous ont raconté la leur. Certains ont avancé un sous-marin qui aurait fait surface d'un côté et aurait replongé pour remonter l'autre. Mais c'est un scénario impossible. Le lendemain, j'ai demandé au commissaire de bord si les officiers de quart avaient vu cette lumière et il m'a confirmé que c'était effectivement le cas. 20 ans plus tard, oui, lors d'une émission des dossiers de l'écran, j'ai eu la surprise d'entendre que le standard téléphonique de l'émission avait reçu confirmation de mon témoignage de la part, c'est-à-dire 20 ans en arrière, du commandant du navire qui se souvenait parfaitement de l'incident. Un sous-marin, non, bien sûr. Rien que le faisceau lumineux de lumière solide, comme on dit dans notre milieu, qui se rétracte comme un corps matériel, démontre l'inanité de ce genre d'explication. Donc c'est pas du tout un truc humain, hein, on va dire. Ensuite, il embarque 12 passagers. Ça, je l'avais vu, c'est comme... Voici un incident français. D'un genre rarissime, car il implique un épisode que l'on peut considérer comme une RR3. Rencontre approchée du troisième type, observation d'un appareil avec vue d'occupant. Il s'est produit au large de Brusque, petite localité qui est rattachée de nos jours à la ville de Sifour-les-Plages, dans le Var, c'est le 83. Hein. D'après le code postal, nous ne possédons plus la source originelle. Contact lecteur série 3 numéro 5 de janvier 1971. Perdu ou prêté et non récupéré, mais cette affaire a été reprise dans un numéro spécial de la FSR, pas SFR, FSR. Bon. Et c'était un large résumé de la traduction anglaise de ce test que nous proposons ci-après. L'enquête a été effectuée par une dame abonnée à LDLN, les Lumières dans la nuit, qui a eu l'opportunité de passer un certain temps dans ce port de pêche méditerranée, mais son identité n'est pas donnée dans la traduction. Nous sommes le 1er août 1962 et il est entre 23h et 23h30. C'est sous un ciel étoilé et sur une mer calme que 3 pêcheurs s'affairent à quelques encablures de la côte varoise. L'un est seul dans sa barque, les 2 autres sont à proximité de la leur. Brusquement, à environ 300 mètres d'eux, un grand corps métallique de forme tout en longueur est distingué avec une sorte de cheminée et de tourelle en son centre. Alors, du coup, je vais refaire voir des images, j'ai déjà fait voir, mais c'est pas grave, de ce qu'il a retrouvé dans le fond de la mer Baltique. Je pense à la tourelle, etc. Bon, je mettrai ça à la fin. Hein, j'essaie de trouver 5-6 images. La chose semble se déplacer lentement sur la surface de la mer, puis elle s'arrête. Un des témoins qui crie que c'est un sous-marin qui vient de remonter à la surface tout près d'eux. Un autre lui répond qu'il doit être étranger car il est d'un modèle qu'il ne connaît pas. Puis la mer semble s'agiter autour du supposé submersible et les témoins stupéfaits aperçoivent plusieurs individus venus de la mer qui se hissent à bord. Un pêcheur en compte 12, tous revêtus d'une tenue d'homme grenouille. Les témoins les interpellent et leur font des signes. Ça fait penser à une ancienne histoire qui s'était passée en 1600, je sais plus si c'était à Venise. Des hommes grenouilles sortaient de la mer avec des ovnis au-dessus. Je crois que c'était ça, un truc comme ça. Oui, il me semble. Les témoins les interpellent et leur font des signes de leurs bras, mais les étranges personnages entrent dans le vaisseau en paraissant les ignorer. Dans le vaisseau, hein, bien précisé quand même. Cependant, quand c'est au tour du dernier de l'équipe de le faire, celui-ci se retourne vers les pêcheurs, les salue en agitant plusieurs fois son bras droit. La suite laisse les observateurs sans voix. En effet, le faux sous-marin, cas qui aurait pu figurer dans le chapitre sur les faux navires, commence par s'élever au-dessus des vagues. Des lumières s'allument sur sa structure rouge et verte, puis une autre branche est dirigée vers les barques des témoins, comme le faisceau d'un projecteur, sans gêne quelconque pour les 3 hommes. Projecteur, encore une fois. Quelques instants plus tard, il s'éteint et la structure de l'objet se met à émettre une lueur orange. Les feux rouges et verts disparaissent. La machine se met à tourner sur elle-même très lentement de gauche à droite. C'est quand même assez... Hein, et commence à s'élever jusqu'à 20 mètres au-dessus des flots. À part ça, c'est pas... Hein, c'est des humains, oui. Et là, les témoins se rendent compte que son apparence a changé. Elle a une forme ovale ou presque ronde comme un plat de cuisine et dimension d'un sous-marin de taille moyenne. Cet engin reste en position stationnaire durant quelques minutes puis se met à tourner de plus en plus vite sur place. Sa luminescence devient plus brillante et tout à coup il part sur un trajet horizontal à très grande vitesse au-dessus de la mer dans un silence total. Sa lumière ne devint plus qu'un minuscule point rouge, mais il ressurgit pour faire venir le tour des 2 barques devant les témoins effarés et il finit par filer verticalement pour se perdre dans la voûte étoilée. Donc il était dans la mer,
au-dessus de la mer et est parti dans la voûte étoilée. Hein. Par ça, sacrée technologie, hein. C'était des trucs militaires, enfin bref, bon, qui tient pas du tout la route, hein, comme on le sait. Les témoins se sont... Il faut pas oublier que c'était... ça remonte quand, ça? Oui, le 1er août 1962. Donc, hein, bon. Il y a belle lurette. Les témoins se sont mis d'accord pour ne rien dire de cette aventure par peur du ridicule, et si l'un d'eux avait accepté de parler de l'enquêtrice environ 8 ans après les faits, c'est-à-dire en 1970, c'est après avoir exigé d'elle que leur désir d'anonymat sera respecté. Elle cite trois autres cas, mais beaucoup moins spectaculaires. Le premier concerne une grosse boule lumineuse qui se déplaçait sur les flots à proximité des 3 témoins dans une barque en juin 1958. Le deuxième fait état d'une autre puissante lumière vue au-dessus des vagues par un seul témoin dans son bateau en septembre 1965. Et la troisième implique une lumière bizarre vue au-dessus de la mer en avril 1968 par 3 personnes. Tous les observateurs étaient des pêcheurs. Le traducteur regrette qu'aucune corroboration n'a été trouvée pour crédibiliser ces affaires, y compris celle du sous-marin volant. Mais en ufologie, c'est malheureusement souvent le cas. Le lecteur ne doit pas oublier que ces phénomènes, niés par les grands esprits du rationalisme étatique, avec la complicité de la grande presse scientifiquement correcte, incitent beaucoup de témoins à rester discrets sur leur identité pour ne pas passer pour des malades mentaux. Je vois pourquoi tu serais un malade mental, parce que tu as vu quelque chose d'extraordinaire. Et ça, j'arrive toujours pas à comprendre. C'est quand même assez hallucinant. Bon, bref. On sait très bien qu'il y a des milliers et des centaines de milliers de races, hein, plus ou moins évoluées, des négatifs, des positifs. On en parle de plus en plus. Vous allez sur YouTube, là on parle de Gaïa en ce moment. Hein, j'ai fait un petit peu mon tour, je suis pas trop fort en anglais, mais on parle de plus en plus. Hein, il y a Stephen Greer, il y a de plus en plus d'ufologie, mais à part ça, il n'y a rien. Quand même hallucinant. Là aussi, le retour du phénomène venu surveiller les témoins laisse penser à une observation intentionnelle qui leur aurait été réservée. Record battu. Nouvelle histoire. 6 Français remettent à Ivan Sanderson la présence des OANI à alerter les autorités militaires et civiles du fait d'un rapport époustouflant daté de 1963. Voici les éléments les plus importants de ce document. Dans cette année-là, l'US Navy organise des manœuvres pour entraîner le personnel détecté à traquer les sous-marins. Elle se déroule dans l'Atlantique au large de Porto Rico. Il y a en tout 13 unités, sous-marins, avions et navires compris, dont le porte-avions WASP, W-A-S-P. Tout commence par l'intermédiaire de l'opérateur sonar d'un destroyer qui signale d'abord qu'un des sous-marins a rompu sa formation pour se lancer à la poursuite d'un objet inconnu. Chose ahurissante, il affirme que ledit objet navigue sous l'océan à plus de 150 nœuds à l'heure. Ce équivaut à 277 km/h. Énorme. Hein, de quoi affoler bien du monde. Dès lors, en plus il ne faut pas oublier que nous étions en 1963. Dès lors, le réseau de télécommunications se trouve saturé par les rapports qui émanent de pratiquement tous les services mis en œuvre par le repérage du sous-marin. Puis toutes les informations collectées sont transmises au Comland à Norfolk, en Virginie. Toutes les unités ont bien capté des bips sonars. Et tous les opérateurs étaient d'accord pour dire que cet objet était propulsé par une seule hélice à une vitesse supérieure à 150 nœuds. Ce n'est pas tout. Durant 4 jours, cet objet, 4 jours, sera suivi par les techniciens des sonars. Et ceux-ci pourront voir l'objet manœuvrer en cercle jusqu'à une profondeur de 8235 mètres, 8 km passés. Or, le record de vitesse pour des submersibles en plongée était détenu en 1979. Sauf que là, nous étions en 1963. Date de notre source. Par des sous-marins nucléaires en forme de l'arme de type Spike-Jack de l'US Navy, 45 nœuds, soit 43 300 km/h. 83 300 km/h. Ah oui. Quant à celui de profondeur, il est établi en 1967 dans le Pacifique à 1906 mètres par l'US Alumino. Conclusion, ce n'était pas un appareil relevant de la technologie de notre espèce, hein, ça veut tout dire. Par la suite, un OANI aux États-Unis serait désigné par l'acronyme USO. Je vais continuer. Trou de 10 mètres d'épaisseur dans la banquise. Un brise-glace de l'US Navy se trouve dans la baie de l'Amirauté en Atlantique Sud, aux îles Shetland du Sud, au milieu des années 60, date exacte non précisée. Il opère dans le cadre de l'opération Deep Freeze. À bord se trouve le docteur Rubens J. Villela,
auteur du rapport sur l'incident résumé ci-après. 2 autres témoins étaient avec lui, l'officier de quart et le timonier. Les autres membres de l'équipage étant en bas, selon la propre expression de l'auteur, les faits. Soudain surgit de la banquise, 10 mètres d'épaisseur à cet endroit, une chose qui s'élance dans le ciel comme une balle d'argent. D'énormes blocs de glace sont projetés dans les airs et retombent en cascade tout autour du trou laissé par cette éjection. Et où l'eau s'agite violemment, elle semble bouillir et de la vapeur s'élève de l'orifice. En plus, comme si c'était un volcan, mais c'est pas du tout un volcan. Faut imaginer le truc. La marine américaine n'a jamais voulu confirmer officiellement l'incident, mais la presse brésilienne a été informée. Par le docteur Villela, probablement. Tout comme la presse de langue espagnole d'Amérique du Sud, avec répercussions dans certains médias d'Europe et de l'Amérique du Nord. Mais la censure des différents gouvernements a rapidement étouffé l'affaire, comme toujours. De toute façon, laquelle était victime d'un enterrement discret, sans fleurs ni couronne. En plus, je vais continuer un petit peu, puis après, ça sera déjà pas mal, parce qu'on est déjà quand même à 16 minutes. OVNI sous-marin. Au début de janvier 1965, c'est une nouvelle histoire. 3 témoins voient un ovni triangulaire qui arrive lentement du sud-est de l'Oregon, aux États-Unis. Il s'agit de Madame P. Zimmerman G. Hart et ses 2 fils. L'objet supposé plonge soudain dans la mer à quelques kilomètres au large de Tillamook Head. Nous sommes en 1965, en janvier. Même état en laissant 2 traînées derrière lui. Il n'est pas dit où se trouvaient exactement les témoins. Comme la source est un journal de la ville de Saïcide, situé à 30 miles au nord sur la côte de l'Oregon, nous pouvons estimer que les témoins résidaient dans cette localité et qu'ils se trouvaient en bateau non loin de Tillamook Head. D'ailleurs, Sanderson cite l'affaire dans un chapitre réservé aux OANI vus en mer. Alors encore une, et puis j'arrête là. Qu'est-ce que c'était? Nouveau titre. Le livre de bord du bateau norvégien TT Jawesta a consigné un incident qui s'est passé le 6 juillet 1965 à 21h52, durant sa traversée du Venezuela aux îles Canaries. Il se résume comme suit selon son capitaine H.A. Trovic. La vigie sur la passerelle signale un brillant objet dans le ciel. Selon son second, ce n'est pas un avion, ni une fusée, ni un météore, ni une foudre en boule. Déjà, tout est dit. Il projette des langues de feu et effectue des changements de cap soudain. Sa vitesse est fantastique et n'émet aucun bruit. Il reste visible de 30 à 40 secondes. Et il y a eu plusieurs témoins, tous nommément cités. Le vigie à bâbord, le matelot Hernandez Ambrasio a affirmé que l'objet lui a semblé surgir de la mer pour filer vers le nord. Puis changer brusquement de cap et revenir vers le bateau. Le matelot Narciso Guillen a vu l'objet juste au moment où il a surveillé le navire. Plus tard, le capitaine Trovic transmettait un rapport à l'Institut géophysique de Bergen, Norvège, selon le journal norvégien. On n'en sait pas plus. Une petite dernière et j'arrête là. La sphère colossale. Voilà. Même des témoignages venus de l'ex-URSS sont connus. C'est ainsi que l'un d'eux s'est produit en août 1965. Passons aux faits. Donc, un jour de ce mois-là, le cargo Raduga traverse la mer Rouge. Subitement, l'équipage constate qu'une énorme sphère estimée faire 60 mètres de diamètre, c'est quand même énorme, sort des flots à une distance d'environ 3 km du navire. Au moment où elle surgit, une gigantesque colonne d'eau émerge avec l'engin et s'effondre quelques secondes plus tard. Ça fait penser à Moïse, que la mer en deux. Je sais pas, mais moi c'est le premier truc qui m'est venu dans la tête. Curieusement, un Moïse. Bon bref. La sphère reste un moment immobile, sauf que là c'est ufologique, mais souvent dans les religions il y a beaucoup de parties ufologiques, et ça les gens ils voient pas clair. Bon, passons. La sphère reste un moment immobile au-dessus de la mer à une altitude de 150 mètres. Notre source ne fournit aucun autre détail. L'éditeur de notre source signale que Paul Stonehill est né en Ukraine et est venu s'installer aux États-Unis en 1973. Par la suite, il a fondé la Russian UFO Research Center à Tarzana, Californie, et j'arrête là. Oui, parce que c'est bien ce qu'il dit. Une énorme sphère à 60 mètres, à plus de 60 mètres de diamètre sort des flots à une distance d'environ 3 km du navire. Au moment où elle surgit, une gigantesque colonne d'eau émerge avec l'engin. Comme s'il y avait presque une ouverture en gros. Ça fait penser à Moïse. C'est le premier truc qui m'est venu. Bon, après, sur le coup. Je coupe là, parce qu'on est quand même à 20 minutes, encore une fois. Sinon, j'ai essayé de faire en tout, mais j'ai pas réussi. Et il y aura encore une partie, une quatrième.
Elle sera peut-être un peu plus courte. Peut-être un quart d'heure. Je coupe là. Merci. À bientôt. À plus. D'ici 2 ou 3 jours. À la fin, je vous balancer peut-être trucs intéressants sur la mer Baltique. Parce qu'ils ont retrouvé il y a une dizaine d'années, en 2009 ou 10. Ouais. Je sais pas quoi mettre, mais je pense que je vais mettre ça. A plus. Merci. À bientôt. Super avec les couleurs derrière. Magnifique. Ça change. Je vais voir si je peux pas tout enlever. Je sais pas si je peux faire ça. Non. Si. Voilà. Avec la lune seulement, les étoiles, c'est pas pareil. Rouge. Non. Je vais mettre les 4. Rouge, blanc, vert et bleu. Voilà. Je coupe là. Merci. À bientôt.